Dans cette vidéo, nous allons avancer dans le positionnement de notre problème d'interaction entre une structure et un fluide de repos en linéarisant les équations pour de petites oscillations. Nous avons précédemment adimensionné l'ensemble des équations du problème. C'est notre point de départ pour ce travail. La première question à se poser est la suivante. Sous quelles conditions peut-on linéariser les équations? Et c'est la condition cinématique qui va nous fournir un critère. En effet, nous avons montré que le déplacement sans dimension xi dans cette relation est d'ordre xi0 sur L, qui est égal au nombre des déplacements d. Donc dans le solide, xi est d'ordre d, et cette relation indique que dans le fluide, u aussi est d'ordre d. La condition pour pouvoir considérer de petites oscillations et linéariser les équations est donc d'avoir d petit devant l'unité. Nous allons à présent faire ce travail dans le fluide, puis dans le solide. Commençons par l'équation de conservation de la masse. La vitesse est donc décomposée en une partie stationnaire, nulle pour un fluide au repos, et une fluctuation d'ordre de grandeur epsilon. Epsilon est le nom usuel pour un petit paramètre, mais il faut noter que dans notre cas, il est strictement égal à d. La pression est elle aussi décomposée en une partie stationnaire P0 et une fluctuation epsilon P'. De même pour la masse volumique. Il reste à introduire ces quantités dans l'équation de conservation de la masse sans dimension. On fait alors apparaître deux termes d'ordre epsilon et un terme d'ordre epsilon carré. En négligeant le dernier terme, on obtient une équation dans laquelle la fluctuation de masse volumique est négligée. Elle n'apparaît désormais plus qu'au travers de la fluctuation de pression, lorsque nous avons utilisé la loi d'état pour exprimer sa variation. La présence du terme R0 permet de tenir compte d'une éventuelle variation de densité du fluide dans l'état stationnaire. Il n'est toutefois pas pertinent de continuer à tenir compte de ce cas de figure, car cela arrive principalement lorsqu'il existe des gradients de température ou des gradients de salinité dans l'eau. Or, nous ne prenons ni en compte les effets thermiques ou d'éventuels effets chimiques dans notre analyse. Et nous pouvons donc mettre ce terme à 1, puisque la masse volumique de référence ρ0 a été utilisée pour adimensionner la masse volumique. Pour la linéarisation de la conservation de la quantité de mouvement, nous partons de la même décomposition des variables de champ dans le fluide. Après introduction de ces développements, nous obtenons des termes d'ordre 0 jusqu'à 3. Commençons par négliger tous les termes d'ordre supérieur à 1. Ensuite, remarquons le terme epsilon R', qui permet de tenir compte d'éventuelles forces d'origine hydrostatique liées à la fluctuation de masse volumique. Pour les mêmes raisons que précédemment, il est raisonnable de considérer un fluide de densité constante et homogène. Nous pouvons à présent séparer les termes d'ordre 0 et d'ordre 1, ce qui nous donne deux équations, l'une portant sur l'état de référence stationnaire et l'autre sur les fluctuations. L'équation à l'ordre 0 est la forme sans dimension d'une équation bien connue. Il s'agit de l'équation qui gouverne la pression hydrostatique, qui vaut -z sur Fd plus une constante. Ce résultat nous sera utile dès que nous devrons exprimer la partie stationnaire du tenseur des contraintes dans le fluide. Puisque la vitesse à l'ordre 0 est nulle dans le cas d'un fluide de repos, nous aurons tout simplement σ0 égale -P0 fois le tenseur unité. Maintenant que le fluide a été traité, regardons du côté du solide. Pour simplifier l'analyse, nous l'avons précédemment exprimé sur la base d'un unique mode propre. Du côté droit apparaît le produit de la force modale fluide et du rapport de masse. En introduisant Q égale Q0 plus epsilon Q' et en séparant les ordres 0 et 1, on obtient une équation qui détermine la position d'équilibre de l'oscillateur sous l'effet d'effort statique et une équation dynamique. Il reste à linéariser la force fluide. Reprenons pour cela l'expression de la projection de la contrainte fluide sur le mode de déformation du solide. Nous pouvons l'exprimer comme la projection d'un élément de force sur le mode φ. La non-linéarité de cette expression est principalement cachée dans le fait que la surface d'intégration varie au cours de l'oscillation de la structure. dω est différent de dω0, l'interface dans l'état de référence.
L'objectif de notre linéarisation va être de ramener cette intégrale sur dω 0. Au cours de la transformation, la normale à la surface passe de n0 à n. Agrandissons une petite portion de cette surface et représentons cela en 3 dimensions. Au cours de la transformation, un petit élément de surface centré sur la position x0 passe à la position x. Ces deux positions sont liées par le vecteur déplacement epsilon xi'. Nous notons ds, l'élément de surface orienté, qui dans l'état de référence est ds0. De même, la contrainte fluide est notée df0 dans l'état de référence et df dans l'état actuel. df vaut sigma scalaire ds. Sur cette notation, l'indice x indique que df est évalué en x. La linéarisation consiste alors à effectuer un développement de Taylor des deux quantités de ce produit en x par rapport à la position de référence x0. Le tenseur des contraintes fait apparaître un terme d'ordre 0 et deux termes d'ordre 1. Le premier est le premier terme du développement de Taylor de sigma 0. Le deuxième est la fluctuation de la contrainte en x0. Le développement de Taylor de la fluctuation de la contrainte donne un terme d'ordre 2 qui est négligé. Le développement pour l'élément de surface orienté est plus complexe, mais nous pouvons faire appel à des résultats de cours d'algèbre tensorielle ou de mécanique des milieux continus. Il montre que pour le champ de déplacement epsilon xi' considéré ici, un élément de surface orienté peut être exprimé à l'ordre 1 de la façon suivante. On voit que l'élément de surface orienté est égal à l'élément de surface dans l'état de référence ds0 en x0, plus deux termes d'ordre 1, faisant intervenir la divergence et le gradient du champ de déplacement. En faisant le produit de ces deux développements, et en ne gardant que les termes d'ordre 0 et 1, nous obtenons cette expression qui ne fait intervenir que des champs exprimés dans la position de référence x0. Particularisons à présent df dans le cas d'une dynamique selon un seul mode propre dans un champ de pression hydrostatique P0 et projetons celle-ci sur le mode de déformation considéré. La force fluide prend alors cette expression qui va nous être très utile car elle ne fait intervenir que des intégrales sur l'interface dans l'état de référence dω0 et des champs définis en x0 dans le domaine fluide de référence. Le mouvement de l'interface, qui est une source d'une grande complexité, n'intervient plus dans cette forme linéarisée de la force fluide. On y distingue un terme à l'ordre 0 et plusieurs termes à l'ordre 1 que nous allons décrire plus en détail dans les vidéos suivantes. Dans notre problème d'interaction fluide-structure générale, nous avons donc réussi à mettre en œuvre l'adimensionnement. C'était l'objet de la vidéo précédente, ainsi que la linéarisation de ces équations. Voyons un peu le programme qui nous attend à présent. Maintenant que nous avons mis en œuvre la linéarisation des équations, nous allons pouvoir analyser différents effets du fluide. En nous concentrant sur les termes stationnaires de la force fluide, nous allons tout d'abord mettre en évidence les effets hydrostatiques. Ensuite, en négligeant les effets visqueux et de compressibilité, nous allons nous concentrer sur la fluctuation de contrainte pour mettre en évidence des effets inertiels. Dans les 3 vidéos suivantes, nous ferons différentes approximations et mettrons en évidence l'influence de la dynamique de la surface libre sur la dynamique de la structure, les effets de la viscosité et l'influence du rayonnement acoustique sur la dynamique de la structure. À très bientôt.